Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Le temps que je me branche. J'ai la lumière dans les yeux, je ne vous vois pas très bien, mais je suis sûr que vous êtes nombreux et souriants et bien réveillés. Non? On fait non au premier rang. J'ai besoin de porter. Là, ça marche, non? Ça marche pas, hein? Si, ça marche? Ok, si j'ai pas besoin de me déplacer, je prends celui-ci. Bonjour à tous. Ok, c'est parti. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Vraiment très content. J'adore ça, sortir de mon laboratoire pour pouvoir parler à des gens, des vrais gens, pas juste des chercheurs, hein, et leur dire tout ce qu'on fait. Vous savez, ça peut être très frustrant des fois d'être chercheur parce que on est dans notre labo et puis on fait des découvertes et nous c'est très passionnel, vous savez, donc on est très excité par ce qu'on découvre. Et des fois, moi, je suis devant l'écran et je me dis, ah ça, il faut que tout le monde le sache, c'est vraiment trop cool. Et en fait, malheureusement, c'est rarement le cas. En fait, les connaissances scientifiques, étonnamment, elles passent très très rarement les murs du monde académique. Je dirais qu'il y a à peu près 5% des choses qu'on découvre qui arrivent au grand public. Et je trouve ça très dommage. Et donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de vulgarisation et que je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. Voilà, donc vous avez compris, j'imagine, je suis chercheur. Je travaille donc à l'Institut Max Planck à Berlin et ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis spécialisé sur ce thème de l'intelligence collective. C'est pas une science qui est très connue, c'est le moins qu'on puisse dire. Je m'en rends compte quand j'en parle autour de moi. Les gens dans le grand public, ils arrivent bien à imaginer un chercheur en physique ou en chimie avec une blouse et une pipette. Ça, on arrive bien à imaginer à quoi ça ressemble. Mais un chercheur en intelligence collective, c'est plus difficile. Et la question qu'on me pose souvent, c'est mais en fait, tu fais quoi de tes journées? C'est vraiment, mais c'est une belle question parce que ça veut dire que on n'arrive pas à imaginer à quoi ressemble ce métier, quoi. C'est genre, donc, demain tu vas au travail, tu vas faire quoi par exemple demain? C'est comment on fait de la recherche sur l'intelligence collective. C'est bizarre. En fait, rassurez-vous, c'est une vraie science. Donc moi j'ai des collègues qui sont plutôt théoriciens, qui vont développer des modèles mathématiques, etc., des théories. Moi pour ma part j'ai plutôt une casquette d'expérimentateur. Donc je me suis spécialisé au fil des années dans l'organisation d'expériences, des expériences en intelligence collective. C'est quand même assez chouette. C'est exactement comme vous imaginez, hein. C'est-à-dire qu'on va recruter un groupe de participants, hein, des cobayes, 5 personnes, 10, 50, 100 personnes selon l'expérience. Et puis on va les mettre face à un problème. Alors il y a plein de variétés de problèmes différents, des variétés différentes de problèmes. Ça peut être des problèmes de coordination, ça peut être des problèmes de prise de décision, ça peut être des problèmes de résolution de dilemmes moraux, ou de ce genre de choses. Et puis on laisse le groupe se débrouiller un peu. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas d'instructions supplémentaires. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est quand ils n'y arrivent pas. Parce qu'en science, on apprend beaucoup plus de choses devant les choses qui ne marchent pas que devant ce qui marche bien. Et quand ils n'y arrivent pas, justement, c'est là que ça permet d'essayer de comprendre, ok, mais pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font mal, etc. Et spontanément, un groupe de gens qui ne se connaissent pas en plus, ils se mettent ensemble, spontanément, le résultat n'est pas terrible. Bon, je vais arrêter de vous raconter ma vie, je vais vous montrer des exemples tout de suite. Okay, ça, c'est une expérience qui est devenue assez connue parce que j'en ai fait une vidéo sur YouTube, mais c'est une véritable expérience scientifique. Je vais vous expliquer comment elle fonctionne et ça va vous mettre un petit peu dans le bain. Donc, est-ce que j'ai un pointeur? Ça serait pas mal que j'ai un pointeur. Non, je pense pas que je puisse pointer avec ça. C'est pas grave. Je vais pointer avec mon doigt. C'est très technologique, ça vient de sortir. Ouais. Merci. J'essayerai de te le rendre après. Il a l'air cool. Ok, c'est bien. Donc l'expérience ressemble à ça. C'est une expérience un problème de coordination, d'accord? Donc les gens doivent se coordonner et c'est conçu pour un groupe de 100 participants. Donc c'est un gros groupe, hein, 100 participants devant un problème de coordination. Les instructions sont les suivantes. On leur montre une image comme celle-ci, qui est une image un peu minimaliste, qui est composée de plusieurs panneaux de couleurs, de plusieurs cases de couleurs. On leur donne des panneaux ici de toutes les couleurs possibles et on leur demande le plus rapidement possible d'aller chacun prendre un panneau et de se placer chacun sur un de ces petits points rouges de façon à ce que l'ensemble du groupe reproduise le modèle que vous avez ici dans le coin. D'accord ? L'instruction paraît très simple, les consignes paraissent très simples, mais c'est un régal à regarder parce que c'est un enfer pour eux. C'est une vidéo que je vous lance ici. Alors, elle est en accéléré, ça dure 10 minutes, 15 minutes en réalité. Ils prennent pas mal de temps à le faire.
C'est très agréable à regarder parce qu'ils se disputent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont élever la voix, t'es pas sur la bonne case, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. Au bout d'un moment, ils finissent quand même par y arriver. Ils finissent toujours par y arriver, évidemment. Là, voilà, c'est assez joli quand ils y arrivent. Mais c'est un peu laborieux. Alors, au-delà du caractère amusant, à la fois pour être des participants et des observateurs, on peut faire des vraies sciences là-dessus, hein. D'abord, je voudrais faire une petite note. Un problème de coordination, vous allez voir, je vais en reparler tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment très, très large, hein. En général, quand des gens travaillent ensemble, ils font face à des problèmes de coordination, hein, c'est-à-dire qui fait quoi, on essaie de ne pas se marcher sur les pieds, etc. Okay, problème de coordination, ici c'est un petit jeu rigolo, mais ça englobe quelque chose de beaucoup plus large. On prend un groupe de 100 personnes, le même groupe, et on lui fait faire cet exercice 8 fois de suite, avec des modèles différents à chaque fois. Ce n'est pas le même dessin qu'ils doivent reproduire. Okay, et on observe, c'est les modèles que vous voyez ici sur l'axe horizontal, et on observe à chaque fois comme mesure de performance le temps de réalisation, combien de temps ils ont mis. Okay, et on obtient cette courbe. Donc ce que vous voyez, c'est que au début, c'est très laborieux, c'est celle que je vous ai montrée là. Puis on leur donne un nouveau modèle, c'est à nouveau un peu laborieux, c'est compliqué. Puis à nouveau, ça marche toujours pas. Et au bout d'un moment, il se passe un truc. Et vous voyez qu'à la fin de l'expérience, ça roule tout seul. Okay, là, ils y arrivent en moins de 5 minutes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour aller chercher les cartons et les mettre et se placer au bon endroit. Entre les deux, il y a eu une sorte de transition qui s'est produite. Vous avez une idée de ce que c'était cette transition? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, le moment qui est marqué en rouge? Leader, hiérarchie, chef, j'ai tout entendu et vous avez tous la bonne réponse. Effectivement. Au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne dans le groupe qui en a un peu marre de voir tout ce bazar et de cette cacophonie et qui va se mettre un petit peu en avant, se mettre un peu plus haut, élever la voix et dire « Stop, arrêtez de bouger et de crier dans tous les sens ». Maintenant, toi, tu vas aller là, tu prends le carton vert, tu te mets ici, toi, tu prends un rouge, tu te mets là, etc., etc. Et à partir de ce moment, il faut quelques séances pour que les autres comprennent, et à partir de ce moment, ça roule. C'est-à-dire que ce qui se passe en réalité, c'est que tout le problème qu'on leur a posé, le problème de coordination, c'est d'un seul coup centralisé dans un seul cerveau. D'accord ? Il y a une personne finalement qui résout le problème et qui va juste demander aux autres d'exécuter sa réponse. On peut visualiser ce résultat de façon un petit peu différente. Ce que vous voyez ici, ça s'appelle un sociogramme. Donc chaque point représente une personne et 2 points sont liés si ces personnes ont échangé des paroles pendant la réalisation du modèle. D'accord ? Pour le premier modèle, le sociogramme ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas structuré, il est plat. Et à la fin de l'expérience, le sociogramme ressemble à ceci. Et vous avez très bien compris que ce gros point rouge qui est apparu au milieu, eh bien, c'est notre chef qui a émergé pendant l'expérience. Okay ? Plusieurs remarques sur ce phénomène. D'abord, il est vraiment très puissant. C'est-à-dire que tous les groupes, sans aucune exception, c'est rare, tous les groupes qu'on a observés finissent toujours comme ça, au bout d'un moment. Parfois, ça va plus vite. Parfois, c'est dès le premier modèle, il y a quelqu'un qui prend les choses en main. Parfois, ça met un petit peu plus de temps. Parfois, c'est vraiment à la fin, mais ça finit toujours comme ça. Par ailleurs, c'est un attracteur assez puissant. C'est-à-dire que si vous prenez ce gros point rouge et que vous l'enlevez de l'expérience et le remplacez par quelqu'un d'autre, par exemple, eh bien, immédiatement après, il y a un deuxième participant qui va prendre son rôle, prendre sa place. Il va dire « Ah, ok, le chef est parti, je sens que c'est pour moi. Allez, hop, toi, tu te mets ici, toi, tu prends le carton vert, etc. » On enlève celui qui vient d'apparaître, il y en a un troisième qui va le remplacer. Okay, c'est comme s'il y avait un attracteur très, très fort vers cette notion de centralisation. Les participants d'ailleurs me le disent, hein, quand j'enlève le chef, ils n'aiment pas du tout ça. Ils me disent mais arrête de faire ça, on a besoin d'un chef, sinon on ne va pas y arriver, quoi. Ce qui est assez fascinant. Moi, ce qui me fascine beaucoup aussi, je fais des digressions beaucoup, j'espère que j'aurai le temps de finir. Ce qui me fascine beaucoup aussi, c'est que quand le chef apparaît, les autres comprennent, les autres ils obéissent en fait. Ça me fascine à chaque fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui dit stop, écoutez-moi, les autres s'arrêtent et l'écoutent. Et quand il dit va chercher le carton vert, il va chercher le carton vert. Donc il y a une sorte de code culturel. Hein, c'est très culturel en réalité. Une code culturel où quand le chef apparaît, on reconnaît le schéma. On se dit ah ok, on était un petit peu en difficulté. Là, il y a quelqu'un qui va nous dire quoi faire. C'est un peu rassurant, etc. Et puis on est tous un petit peu formatés pareil. On reconnaît ce schéma hiérarchique et on se dit ok, ben on va faire comme ça va marcher. C'est très culturel, cependant.
Et nous, ce qu'on aime bien faire en science, c'est aller tester le même genre de problème, mais dans des cultures différentes. Alors, on ne l'a pas fait dans des cultures différentes, on a poussé encore plus loin, on l'a fait dans des espèces différentes. Parce qu'il y a d'autres espèces animales qui sont confrontées à des problèmes de coordination, comme nous. Ce sont par exemple les fourmis. Fourmis, c'est génial. Tous les labos d'intelligence collective ont une fourmilière quelque part dans une pièce. C'est tellement pratique, les fourmis, on n'a pas besoin de les payer, on n'a pas besoin... On n'a pas besoin de faire des pauses pipi, par exemple, pour les fourmis, alors que les participants, c'est un enfer, de leur donner des sandwichs ou des cafés. Bref. Et par ailleurs, plus sérieusement, la fourmilière, c'est génial parce que c'est un système qui est complètement décentralisé. Je casse une idée reçue très rapidement. Dans une fourmilière, la reine des fourmis n'a aucun rôle de décision, hein, si jamais vous y aviez pensé que c'était le cas. La reine n'est pas du tout une reine, hein, c'est un nom qu'on lui a donné par anthropomorphisme. Elle ne régit rien du tout. C'est juste une pondeuse et les fourmis fonctionnent sans aucune instruction, de manière complètement décentralisée. Le problème de coordination en question, c'est la construction de la fourmilière. Ici, vous voyez une vidéo accélérée d'une colonie de fourmis qui construit une fourmilière. Et c'est un peu le même genre de problème, hein. C'est-à-dire que chaque fourmi doit aller chercher quelque chose. Alors, ce n'est pas un panneau de couleur, c'est une petite boulette de terre. Elle doit le poser quelque part. Et puis, il faut que toutes les fourmis posent la bonne boulette au bon endroit pour que l'ensemble forme une fourmilière. Comment elles font ? Eh bien, elles utilisent un système d'organisation qui est complètement différent, qui porte un nom un peu technique, ça s'appelle de la stigmergie. Peu importe le nom finalement. Et l'idée globale, c'est que chaque individu fait en quelque sorte ce qui reste à faire. Et chaque personne, chaque individu, donc chaque fourmi, n'est pas guidée par les instructions d'une autorité, mais simplement par l'état d'avancement du projet en lui-même. D'accord ? Ça, c'est une notion assez importante qu'on retrouve beaucoup chez les insectes sociaux. C'est-à-dire que chaque fourmi va voir l'état d'avancement du projet. Par exemple, ah tiens, je vois qu'il y a un pilier qui est en train d'être construit ici, et va réagir en conséquence. Bah, s'il y a un pilier qui apparaît là, je vais commencer à en faire un autre à côté, parce que j'ai compris qu'il fallait faire un toit après, etc. Okay, et puis quand une autre fourmi voit les deux piliers qui sont érigés, se dit, tiens, il y a deux piliers, je vais commencer à faire le toit, puisqu'il y a deux piliers, je vais faire un toit, etc. Okay, donc c'est ça la notion même de stigmergie, c'est que les individus ne prennent pas leurs consignes, entre guillemets, de la part d'un chef ou d'une autorité, ils le prennent seulement par l'état d'avancement du projet en lui-même. Il y a par ailleurs un grand projet humain qui est construit par Stigmergy, que vous avez peut-être tout de suite imaginé. Je parle doucement pour vous laisser le temps de réfléchir. Je ne vais pas développer parce que je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est Wikipédia. Si on y pense, écrire un article sur Wikipédia, c'est entièrement de la stigmergie, dans le sens où, contrairement à une encyclopédie traditionnelle, il n'y a pas un rédacteur en chef qui a décidé à l'avance, ok, tu vas m'écrire ça, toi tu vas aller chercher une photo et toi tu vas corriger les fautes d'orthographe. C'est plus l'état d'avancement du projet. Donc vous allez sur une page et puis vous voyez qu'il y a une faute d'orthographe. Vous dites, ah, double-clic, j'ajoute le S, hop, c'est fait. Et en fait, votre action a été guidée par l'état d'avancement du projet. Donc c'est vraiment l'article en question, son état actuel, qui a guidé ce que vous avez fait. Si vous voyez qu'il n'y a pas de photo, vous dites, ah bah tiens, je vais ajouter une photo. Si vous connaissez un gros paragraphe que vous pouvez ajouter, hop, vous double-cliquez, puis commencez à l'ajouter, etc. D'accord ? Donc c'est l'état d'avancement de l'article qui guide l'action des suivants. C'est de la stigmergie. Est-ce qu'on pourrait, pour revenir ici, forcer nos participants à s'organiser différemment, eux qui veulent absolument avoir un chef ? Oui, mais c'était difficile. Il a fallu user de pas mal de subterfuges pour trouver un moyen de le faire. Et en fait, on s'est dit, quand les gens travaillent par stigmergie, finalement, ils n'ont pas besoin de communication directe. Ils communiquent, mais indirectement via la chose qu'ils sont en train de construire, n'est-ce pas ? Donc on s'est dit, on va couper les communications. On va leur dire, maintenant, vous allez faire la même chose, mais vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de faire de gestes, vous n'avez pas le droit de communiquer les uns avec les autres. Alors au début, ils sont un peu abasourdis, vous leur dites ça, et puis ils restent comme ça en train de regarder, genre comment on va faire. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui se dit, go, alors quelqu'un qui va chercher un panneau, puis qui se met à la bonne place, et qui attend, en se disant, moi j'ai fait ma part du boulot, j'ai construit une partie du problème, allez les gars, construisez la suite. Et puis ce point va servir de repère aux autres qui vont venir se placer à côté, puis les autres qui vont venir se placer à côté, etc. Donc effectivement, c'est possible. On peut les forcer à réagir, à s'organiser de manière un peu différente par stigmergie, en coupant les communications. Alors c'est un petit peu extrême comme façon de faire, mais c'est possible. Si on mesure cette fois avec des nouveaux groupes les temps de réalisation pour ce nouveau mode d'organisation, on obtient la courbe bleue que vous voyez ici. Alors ce qui est intéressant, finalement, c'est ce qui se passe à la fin. Ce qu'on voit à la fin, c'est que les bleus et les rouges, donc centralisés, décentralisés, finalement, ça marche un peu pareil en termes de temps de réalisation. En l'occurrence, là, ils ne peuvent pas descendre beaucoup plus bas. Hein. C'est vraiment le plus rapide qu'ils peuvent faire. Mais ça marche un peu pareil. D'accord ? Donc ça a les mêmes performances. La différence, en revanche, elle se trouve au début, forcément, puisque le groupe centralisé, il doit d'abord se structurer
avant de pouvoir fonctionner, alors que le groupe décentralisé, finalement, il n'a pas besoin de se structurer, ça y va tout de suite. La leçon qu'on en tire, nous, c'est pas vraiment un rapport de comparaison en disant ça c'est mieux que ça, c'est plus une idée générale sur le fait qu'il existe d'autres façons de faire. Et juste ça déjà, tous les participants que j'ai vus, ils ne l'avaient pas du tout en tête. Pour eux, il n'y avait qu'une seule façon de faire. Et ben nous, on dit non, regardez, il existe d'autres façons de faire. Alors on a des hypothèses, mais on ne les a pas encore testées, donc je ne peux pas vraiment vous les affirmer tout de suite, mais on suppose que le processus stigmergique en bleu est plus adaptatif, dans le sens où s'il se passe quelque chose d'imprévu, par exemple en cours de route, on change le modèle, on suppose que le bleu va s'adapter plus vite que le rouge, parce que dans un système centralisé, il faut que les informations circulent d'abord de bas en haut, puis il faut que le chef change de décision, donc s'adapte, et ensuite que les informations redescendent. Donc on suppose que ça va prendre plus de temps dans le rouge que dans le bleu, mais ça c'est en cours de test, et je pourrais vous en parler une autre fois. Les fourmis, donc je vous disais, c'est vraiment super, parce que ça nous permet de nous inspirer en allant chercher des choses, des modèles, des idées qui sont en dehors de notre culture, et même plus que ça, en dehors de notre espèce, vraiment. On peut faire plein de trucs avec les fourmis. Je vous montre un autre exemple que j'aime beaucoup, une expérience qui s'appelle le porteur de piano. Une expérience de géométrie dans l'espace toute simple. Vous avez un objet un peu volumineux et il faut le faire passer 2 portes consécutives. Et c'est juste de la géométrie dans l'espace. Il faut trouver la séquence de rotation et de mouvement qui va bien pour réussir à faire passer cet objet. Il va y arriver, voilà, il a réussi. Très intéressant, vous donnez ce problème à une personne seule, elle va toujours finir par y arriver. N'importe qui y arrive, on tâtonne un petit peu, puis on arrive à faire passer l'objet. Vous donnez ce problème à un groupe de gens, c'est l'enfer. Il n'y arrive absolument pas, et parce qu'à nouveau, il cherche ce modèle où quelqu'un va prendre le dessus en criant, et finalement tout le monde crie, et c'est impossible de se parler correctement, et finalement ça prend beaucoup plus de temps que si on était seul. D'accord ? Très intéressant, vous donnez ce modèle problème à une fourmi. Seule, elle ne va jamais y arriver. Elle va jamais y arriver. Alors, pour info, comment on fait pour donner le problème à une fourmi ? En fait, à droite, il y a la fourmilière et l'objet en rouge, là, il est enduit de nourriture. Donc, en fait, la fourmi pense que c'est un truc à manger et elle essaie de le ramener à la maison. Bref, je peux laisser défiler la vidéo très très longtemps, elle va jamais y arriver. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tâtonne, mais comme elle a un système cognitif un peu inférieur au nôtre, elle n'a pas suffisamment de mémoire à court terme, et donc elle va réessayer encore et encore des choses qu'elle a déjà essayées il y a 2 minutes, et en fait, elle va jamais y arriver. Vous donnez ce problème à une colonie de fourmis, ça marche tout seul. C'est incroyable. Tout seul, bon, ça prend quand même, faut pas exagérer, ça va pas être du premier coup, mais ça marche très bien. Et je vais quand même laisser la vidéo, comme ça vous allez voir un petit peu cette colonie de fourmis entière qui arrive à faire passer l'objet à travers les 2 portes consécutives. C'est trop beau. Et c'est assez fascinant parce que c'est exactement l'inverse. Vous donnez le problème à un humain tout seul, il y arrive très bien. À un groupe d'humains, ils n'y arrivent pas. Fourmi, c'est l'inverse. Une fourmi seule, elle n'y arrive pas du tout. Fourmis ensemble, elles y arrivent très bien. D'accord ? Donc il y a quelque chose qui se passe entre ces 2 systèmes. La différence à nouveau, c'est sur cette idée de décentralisation. C'est-à-dire que dans les groupes humains, ils cherchent à centraliser d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Donc il y a quelqu'un qui va dire « Ah oui, moi je pense que j'ai compris, on fait comme ça ». Et donc il essaye d'imposer en criant finalement. Mais comme il y a plusieurs personnes qui pensent avoir compris, tout le monde essaie de s'imposer. Et puis finalement, c'est contradictoire. Ça avance pas. Les fourmis, elles vont pas du tout essayer. Finalement, elles ont moins de conscience des autres. Elles vont juste pousser dans la direction qui leur semble la meilleure. Et finalement, ça crée une sorte de poussée majoritaire. C'est-à-dire que si ça pousse un peu plus fort dans un sens, eh bien l'objet va tourner dans ce sens-là. Et juste avec ce simple fait d'utiliser une forme de majorité, à nouveau c'est quelque chose dont je vais parler juste après, eh bien ça suffit sans avoir besoin de se structurer outre mesure. Okay ? Donc ça c'est les genres d'expériences qu'on conduit. Je vais vous en montrer d'autres, mais je voudrais d'abord faire un petit point théorique sur cette idée qui est très chère à tous les chercheurs en sciences, en intelligence collective, qui est celle de la boîte à outils. Donc en fait, nous, en science, on voit l'intelligence collective comme une boîte à outils, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a des façons de s'organiser. Et la subtilité, c'est qu'il y a certains outils qui fonctionnent mieux pour certains problèmes, et il y a d'autres outils qui fonctionnent mieux pour d'autres problèmes. Et il faut tout simplement trouver le bon outil en fonction de la nature du groupe et du problème qu'on essaie de résoudre. D'accord ? Donc des outils, par exemple, j'en ai mentionné quelques-uns, j'ai parlé de stigmergie, j'ai parlé de majorité. Il y en a beaucoup d'autres, et il faut juste
comprendre ce qu'il y a dans cette boîte et quel outil prendre au bon moment, d'accord? Et donc, c'est pas facile, hein, c'est un vrai défi, mais si vous avez cette notion en tête, ou plutôt cette métaphore en tête, où vous avez un groupe de gens, ils doivent résoudre un problème, et vous vous dites, ah, ah, ok, quelle est la nature du problème? Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à outils? Tiens, en fait, je vais les organiser comme ça. Je vais prendre l'outil brainstorming, ou je vais prendre l'outil débat, ou l'outil majorité, etc., etc. J'aimerais illustrer un petit peu cette notion de boîte à outils avec un projet qu'on a conduit, que j'ai beaucoup aimé. En même temps, je m'en sers beaucoup pour l'enseignement, pour mes étudiants. À nouveau, c'est un problème. Cette fois, c'est un problème de logique. Et on aimerait qu'un groupe d'individus ait le meilleur score possible à ce test. Et on va essayer de trouver quel est le meilleur outil à prendre dans notre boîte à outils. Alors, je vous explique comment ça marche. Il s'agit d'un test de logique qui s'appelle le test de Raven, qui est utilisé dans les mesures de QI. Donc c'est un vrai test d'intelligence qui mesure une forme particulière d'intelligence, qui contient 36 questions, de plus en plus dures. Et toutes les questions sont présentées de la façon suivante. Vous avez un bloc de 9 symboles au milieu. Il y en a un qui manque ici. Et il faut trouver dans la liste des symboles que vous avez en dessous, lequel il faut mettre à la place du point d'interrogation pour compléter la suite logique. D'accord ? Et ça, c'est la première question, donc elle est très facile. Et la dernière, elle est très difficile. Et donc ça va crescendo comme ça en difficulté. Je fais exprès de parler un peu longtemps pour vous laisser réfléchir, mais je suis sûr que vous avez tous déjà trouvé la bonne réponse de très loin. N'est-ce pas? Vous l'avez trouvé? Rassurez-moi. Oui, c'est ça, 5, merci. La bonne réponse ici, c'était la 5. Mais déjà, si je vous montre la suivante, c'est un peu moins rigolo. Du coup, le défi qu'on a, et restez concentrés parce que je sens que vous essayez de résoudre le truc, vous m'écoutez plus. On reviendra dessus après, d'accord? Ah, vous êtes tous quand même scotchés sur le truc là. Le défi qu'on a, c'est imaginez que je vous donne un groupe de 100 personnes, d'accord? Un collectif, 100 personnes, et on va dire 100 personnes prises au hasard dans la population. Donc il y a à boire et à manger, pour ainsi dire. Vous avez des jeunes, des moins jeunes, vous avez des gens qui sont à l'aise en raisonnement logique, d'autres qui ne le sont pas du tout, qui ont certainement d'autres qualités, mais qui ne le sont pas du tout, etc. Et la question c'est, vous voulez obtenir le meilleur score possible à ce test en utilisant ces 100 personnes que je vous ai données. Quel outil vous allez prendre dans votre boîte à outils? D'accord? Donc comment on fait? Donc c'est vraiment cette idée de en fonction du groupe et du problème, j'ai ma boîte à outils, quel outil je prends? C'est des tests que je fais beaucoup avec mes étudiants en particulier maintenant pour les faire réfléchir à ça. Je ne vais pas avoir énormément le temps de le faire avec vous, donc je vais plutôt vous passer en revue les options les plus populaires dès maintenant. D'accord? J'aurais bien aimé qu'on puisse discuter, mais ça prend longtemps en général, surtout que je sens que vous êtes bavard en plus, donc je vais pas prendre le risque. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent, en fait moi, si je suis le manager en quelque sorte, hein, j'ai un groupe de 100 personnes pris au hasard, j'ai ce problème de logique, ce que je fais c'est un grand débat. D'accord? Donc je prends la première question, je l'affiche sur un écran, et puis mes 100 personnes elles sont assises devant moi comme vous êtes assis devant moi aujourd'hui, et je dis qui a une idée? Et puis les gens lèvent la main, ils disent moi je pense que c'est la 8 parce que ceci, cela. Et puis quelqu'un d'autre lève la main et dit non, plutôt la 7 parce que regarde, il y a de la rotation, des choses comme ça. Okay, le grand débat, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, que ça va bien marcher le grand débat? Pas terrible. Ça va pas marcher terrible. La raison première pour laquelle ça va pas marcher, c'est que sur les 100 personnes que vous avez devant vous, je vous garantis, il y en a 90 qui vont pas ouvrir la bouche pendant toute la résolution du problème. D'accord? Ça va être toujours les mêmes, toujours les 5 mêmes qui vont lever la main, qui vont commencer à parler. Pourquoi c'est pas terrible? Parce qu'en fait, ceux qui parlent le plus, c'est pas nécessairement les meilleurs. C'est un fait, je suis désolé de vous l'avouer. Ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui sont le plus extravertis, le plus à l'aise socialement. C'est normal, hein, des fois on est à l'aise en parlant devant les gens, c'est eux qui vont lever la main, parler, qui sont un peu plus bavards, etc. C'est leur personnalité. Est-ce que c'est les meilleurs? Non, en fait. C'est-à-dire que s'ils passent des tests de logique, vous allez vous rendre compte que le meilleur, c'était quelqu'un qui était assis au fond, tout timide et qui n'a pas ouvert la bouche. Okay? Donc en fait, le grand débat, le problème, c'est que ça filtre votre groupe et vous le filtrez non pas sur la base des compétences, mais sur la base de la confiance en soi, et ça marche pas terrible. Une autre méthode possible, c'est le filtrage. Une vraie méthode qui existe, qu'on utilise parfois en science, c'est-à-dire que vous allez vous dire, en fait, moi, j'ai pas besoin de tous ces gens. C'est la méthode qu'on appelle parfois la méthode DRH, parce qu'en fait, on va leur faire passer une sorte d'entretien où on va choisir, on se dit, j'ai pas besoin de 100 personnes, moi, il m'en faut juste un qui est bon, en fait. Et donc, en fait, l'idée, c'est que sur les 100, je vais filtrer pour récupérer juste les meilleurs. Par exemple, vous pouvez demander à votre groupe de lever la main, dire qui est bon en logique. Vous en avez, disons, 3 qui lèvent la main. Ok, vous 3 venez avec moi, les autres, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez certainement beaucoup d'autres qualités, mais ce n'est pas ça pour vous, donc vous pouvez rentrer chez vous.
Euh, à nouveau, ça marche pas terrible. Enfin, à nous, c'est pas une catastrophe, hein, mais disons qu'on peut faire mieux, d'accord. Le problème de ça, et en particulier de l'évaluation, de l'auto-évaluation, c'est que l'auto-évaluation, c'est pas très fiable. Vous pouvez, par exemple, faire référence à ce biais de compétences qu'on appelle le biais de Dunning-Kruger. Ce sont deux psychologues qui ont testé justement sur le test de Raven. D'accord. Ils ont demandé à un ensemble de participants d'auto-évaluer leurs compétences. Ils leur montrent le test. Ils disent, à votre avis, est-ce que vous allez avoir un bon score ou un mauvais score? Et les réponses sont représentées par la courbe noire que vous voyez là. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde se voit un peu au-dessus de la moyenne. D'accord. Vous demandez à tout le monde, est-ce que vous êtes bon en logique? Les gens disent, ouais, un peu meilleur que les autres. Je ne suis pas exceptionnel, mais un peu meilleur que les autres. Mais tout le monde dit pareil. D'accord. Ensuite, les mêmes personnes, vous leur faites passer le test. Et les résultats, c'est la courbe grise que vous avez là. Ce qui signifie qu'en fait, ceux qui ont un résultat très très mauvais, ils se voyaient un peu meilleurs que la moyenne. Et ceux qui ont un résultat exceptionnel, ils se voyaient un peu meilleurs que la moyenne. D'accord. Donc en fait, demander aux gens est-ce que vous êtes bon à ça ou pas, c'est pas hyper instructif. Par ailleurs, ça, ils l'ont testé pour le raisonnement logique, ils l'ont testé dans plein d'autres domaines. Par exemple, le sens de l'humour. Donc si quelqu'un vous dit, moi je suis plutôt marrant dans la vie, un peu plus drôle que les autres en tout cas, bah, peut-être pas. Grammaire et orthographe également, et dans plein d'autres domaines. Conduite automobile par exemple, c'est une catastrophe. En France, il me semble, j'ai vu cette stat, 80% des gens disent qu'ils conduisent mieux que les autres, ce qui est statistiquement impossible. Autre méthode qu'on pourrait utiliser, le vote. Alors, on me le dit souvent ça. Est-ce que c'est un biais de notre vie en démocratie ou est-ce que c'est vrai? On me dit, ben, moi je prends tout le monde, peu importe, c'est tous les gens que j'ai devant moi, là, les 100 pris au hasard, peu importe leur profession, leur âge, etc. Ils ont tous le même poids. Je les fais voter sur toutes les questions du questionnaire et je prends la réponse majoritaire comme étant la réponse collective. Est-ce que ça marche bien ça? Eh bien, on peut faire un petit raisonnement statistique rapide. Parce que le vote c'est pratique, ça permet d'être anticipé grâce à un peu de stats. Déjà, tous ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas envie de répondre dans mon groupe de 100, c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas beaucoup d'effet sur le résultat du vote. Parce que si vous demandez à des gens de voter et qu'ils n'ont pas envie, bah, ils vont voter au hasard. S'ils ne savent pas, ils vont voter au hasard. Et si les gens votent au hasard, eh bien, statistiquement, on sait qu'ils vont se répartir de manière homogène entre toutes les options. N'est-ce pas? Donc, en imaginant, je prends des valeurs arbitraires pour l'instant, que 50% de mon groupe n'a aucune idée de la réponse, n'a pas envie de répondre, je leur demande de voter quand même, eh ben, je peux m'attendre à ce que ces 50%, ils se répartissent de manière uniforme. D'accord. Ce qui est intéressant avec ce problème de logique, c'est qu'il y a plusieurs composantes. Et donc, en faisant voter, on peut combiner des intuitions. Par exemple, s'il y a une partie du groupe, imaginons 20%, qui n'a pas la solution, mais ils ont compris une partie du problème. Ils ont compris, par exemple, qu'on cherche un sablier, parce qu'ils ont vu que la première colonne, c'était des rectangles, la deuxième, des triangles, et la troisième, des sabliers. Donc ils disaient, on cherche un sablier, mais ils ne savent pas lequel. Il se trouve qu'il y a 3 sabliers parmi les options. Donc ces gens vont se répartir de manière uniforme entre ces 3 sabliers, ces 3 options. Peut-être que quelqu'un dans le groupe aura compris quelque chose d'autre. Par exemple, le fait qu'on cherche un sablier vertical, parce qu'ils ont en plus compris le mouvement de rotation. Sauf que des sabliers verticaux, il y en a 2. Donc ces gens, disons qu'ils sont 20%, vont se répartir entre les options 4 et 8. Et peut-être qu'il y a une plus petite partie de notre groupe, 10%, qui a effectivement trouvé la bonne réponse avec la couleur noire au milieu. Donc eux, ils vont voter pour la réponse 8. D'après ce modèle et avec ces proportions, on peut s'attendre effectivement à ce que la bonne réponse soit sur la réponse 8, qui est effectivement la bonne réponse. La réponse majoritaire soit sur la bonne réponse. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez varier ces proportions comme vous voulez. Ça donne toujours la réponse majoritaire sur la bonne réponse. Même s'il y a seulement 1% qui a trouvé la réponse et 85 qui n'ont aucune idée, il y a toujours un petit avantage majoritaire qui va ici. Parce qu'en fait, on cumule les intuitions et mathématiquement, ces intuitions vont se cumuler un petit peu plus fort sur la bonne réponse. Ça, c'est la théorie. On a testé cette question en expérience avec un groupe de 100 personnes et on obtient un 4-8, exactement comme le prédit la théorie, ce qui est très agréable en première vue. On a fait l'expérience réelle, donc avec l'ensemble du questionnaire, 36 questions, des groupes de 100, pas seulement un groupe de 100, mais plusieurs groupes de 100 à chaque fois, et on a testé la performance du vote pour voir ce que ça donne. En moyenne, les gens qui composent ces groupes de 100, en moyenne, eux, ils ont un résultat de 61% de bonnes réponses. D'accord. Donc, c'est ce que vous pouvez espérer si vous prenez une personne au hasard, vous lui faites passer le test, vous pouvez espérer 61% de bonnes réponses, qui est par ailleurs le même résultat que l'échelle de la population. Donc c'est très bien. Si vous prenez dans chaque groupe le meilleur, d'accord. Donc imaginons que vous arriviez que vous adoptez l'outil filtre, vous allez chercher le meilleur et vous leur faites passer des pré-tests, vous faites tout ce que vous voulez pour que
vous soyez absolument certain d'avoir pris le meilleur dans chaque groupe, eh bien ce meilleur, lui, il a un score qui est à 87% en moyenne. Le meilleur dans chaque groupe, en moyenne, 87%. D'accord ? Si vous faites le vote, la théorie marche très bien, ça monte à 100%. D'accord ? C'est-à-dire que le vote, ça marche à tous les groupes. Je répète parce que vous avez donc un groupe devant vous où en moyenne les gens ont une valeur de 61 sur 100 en moyenne. Le meilleur dans le groupe, il est à 87 sur 100. Okay, donc vous vous dites, bah, je ne vais jamais aller plus haut, de toute façon c'est mon plafond 87. Mais en fait, vous pouvez aller plus haut en utilisant le bon outil et en combinant les intuitions des uns et des autres, vous arrivez à 100%. Et ce 100%, on en est sûr, pas seulement parce qu'on l'a testé expérimentalement, mais aussi parce qu'on a compris le mécanisme qu'il y avait derrière. Okay, donc pour ce problème de logique, et d'une manière générale pour des problèmes de raisonnement logique comme ça, où on va avoir besoin de combiner des intuitions, eh bien le vote fonctionne très très bien. Sauf que rappelez-vous, ce que je vous ai dit, c'est une boîte à outils, les outils sont adaptés à un problème en particulier. Si vous vous arrêtez tout de suite, on doit s'arrêter là, vous partez, vous allez mémoriser, ah il nous a expliqué que le vote ça marche à tous les coups, c'est super, je vais faire voter pour toutes les décisions. Ne faites pas ça. Le vote marche pour certains types de problèmes. Par exemple, si vous voulez l'utiliser pour un autre type de problème, ça ne va plus fonctionner. Et je vais vous parler tout de suite des questions de culture générale qui sont très utilisées aussi au laboratoire. Ça, c'est un extrait du jeu télé Qui veut gagner des millions. Vous avez peut-être déjà vu cet extrait, je l'aime beaucoup. Vous avez un candidat qui s'appelle Henri, qui a une question qui est la suivante. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? Et il a le choix entre la Lune, le Soleil, Mars ou Vénus. Henri ne sait pas, ok, c'est pas grave. Il utilise un joker. Vous savez, dans le jeu, on peut demander au public, à peu près 100 personnes d'ailleurs, de voter pour aider le candidat. Il demande au public. Le public vote à majorité pour le Soleil. C'est peut-être la bonne réponse, hein, on ne sait pas. Attendez la fin de l'histoire. Henri est rassuré, il valide le Soleil et donc il est éliminé parce que c'était la Lune. Vous me moquez pas, je peux vous faire voter sur des questions en apparence très simples, je vous garantis que vous allez vous planter. Par exemple, les quiz capitales, nous on adore ça au labo parce qu'on sait que la majorité se plante. La capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Celle de la Turquie, c'est Istanbul. Celle de l'Afrique du Sud, c'est Johannesburg. Non. Non, mais c'est ce que la majorité pense. Si vous êtes surpris, c'est normal, vous êtes dans la majorité. La capitale de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan, c'est Yamoussoukro, et Ankara et Pretoria. Nous, on utilise énormément les quiz capitales au labo, parce que, pas juste pour le plaisir que les gens se plantent. On utilise énormément le quiz capital au labo parce que c'est un problème pour lequel on sait que la majorité se trompe. D'accord ? Et donc ça nous permet comme ça de tester d'autres outils. De se dire, ok, si la majorité se trompe là, bah, est-ce qu'on peut trouver une autre façon de faire pour fusionner, pour agréger leurs opinions, leurs jugements, leurs intuitions. Ça va un petit peu plus loin que juste trouver la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est des tests, par exemple, qu'on fait beaucoup dans le milieu médical, où on va essayer d'éviter les mauvais diagnostics des médecins, et on se dit, est-ce qu'on pourrait faire appel à une forme d'intelligence collective entre les médecins, d'accord ? Donc, par exemple, ici, c'est une expérience où on a recruté 40 dermatologues, on leur montre des photographies comme celle-ci que j'ai floutée, parce qu'il est 8h du matin et qu'on n'a pas envie de regarder une photo de lésion cutanée, et on demande aux dermatos, à votre avis, est-ce que c'est une photo d'une lésion mélanocytaire ou non mélanocytaire, en gros, est-ce que c'est cancéreux ou bénin ? Et il y a des cas qui sont un petit peu difficiles, donc souvent les dermatologues se trompent et on se demande est-ce que collectivement on pourrait avoir un meilleur diagnostic. Le résultat est le suivant. La précision individuelle moyenne de nos 40 dermatologues sur ce test qui contient 108 questions est de 63%. Ce qui est assez faible, mais c'est pas du tout le propos. Mais en plus, je réalise juste maintenant que 63%, c'est vraiment pas beaucoup. Mais 63%, ça nous fait penser à notre test de Raven de tout à l'heure, où individuellement, les gens avaient 63% de bonnes réponses. Vous vous rappelez ? Donc on se dit, donc on va prendre notre outil majorité, on va l'appliquer à nos 40 dermatologues, et comme ça, on monte à 100% et on aura enfin une contribution utile à la société, c'est-à-dire qu'on pourra désormais avoir des diagnostics médicaux dermatologiques qui sont bons. On utilise notre outil majorité, et non, en fait ça marche pas. On arrive à peine à 65%, d'accord ? Donc on arrive juste à gratter 2%. L'outil majorité, il marche pas dans le cas des diagnostics médicaux, ni dans le cas des questions de culture générale. C'est un peu la même idée, c'est qu'en fait, quand un dermatologue moyen se trompe sur un cas,
ou quand vous vous trompez sur une question de culture générale, eh bien généralement, ils vont tous se tromper de la même façon. D'accord ? Donc les erreurs sont très fortement corrélées. Par exemple, en dermatologie, il peut y avoir une indication trompeuse sur une des photos, et lorsqu'un dermatologue la voit, comme ils ont suivi la même formation, ils ont l'œil expérimenté, ils vont tout de suite aller dessus, et ben ils vont tous se tromper si c'était juste un piège. De la même façon que quand on voit Abidjan proposé en capitale de la Côte d'Ivoire, on y va tous, on tombe tous dans le même piège, et donc la majorité ne sert à rien. D'accord ? Ce qui n'était pas le cas avec les questions de culture générale. Comment on peut faire ? Eh bien, je vous donne la réponse. Il y a un outil très, très bizarre dans notre boîte à outils. Ça s'appelle une méta-majorité, qui est un outil qui est arrivé dans la boîte seulement en 2017 et qui a été inventé par ce monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Drezen Prelec. Lui, il a passé 10 ans de sa vie à tester tous les cas de figure où la majorité se trompe. Il adore ça. Les cultures générales, les données médicales, les quiz capitales. Il a inventé ce test aussi qui est les évaluations d'œuvres d'art. Parfait pour planter la majorité, où vous demandez aux gens, à votre avis, quelle est la valeur de cette œuvre, moins de 1 000 $ ou plus d'1 million. Donc vous montrez ça à des gens, ils vous disent ouais, ça a l'air assez profond, probablement plus d'1 million. Celle-ci, c'est un peu nul, moins de 1 000 $. Mais évidemment, c'était l'inverse. Hein. Et ça, c'est une œuvre extrêmement connue, et ça, c'est juste un grabouillage. Donc très facile de tromper la majorité avec les évaluations d'œuvres d'art, qui est une tâche qu'il a inventée. Et du coup, il a mis ce nouvel outil. Il a dit, moi j'ai trouvé un outil qui marche très très bien. Comment on fait quand on a plein de gens qui se plantent tous, en majorité en tout cas, pas tous, mais en majorité, pour les fusionner de façon à récupérer la bonne réponse. Okay, la discussion ne marche pas, hein, c'est pas la peine. La capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan, si vous laissez des gens discuter, tous ceux qui pensent que c'est Abidjan vont défendre leur idée bec et ongle. Ils vont pas du tout réussir à convaincre ceux qui pensent que c'est Yamoussoukro. En tout cas, ils vont pas être convaincus. Ça changera rien. Voilà comment on fait. Ça s'appelle une méta-majorité. Vous allez poser 2 questions. Pas une, mais 2 questions à vos participants. La première, c'est celle pour laquelle vous voulez trouver la réponse. Par exemple, Madrid est la capitale de l'Espagne, vrai ou faux ? Et ensuite, vous allez poser une deuxième question immédiatement. Vous allez dire, à votre avis, que vont répondre les autres à cette question-là ? Bizarre de faire ça. Je vous explique comment ça marche. Ici, la question est très simple. Si vous demandez à plein de gens, vous leur posez ces 2 questions, ils vont répondre Madrid est la capitale de l'Espagne, vrai ou faux ? Ils vont répondre vrai, parce que c'est Madrid la capitale de l'Espagne. Et si vous leur dites, à votre avis, que vont répondre les autres ? Ils vont dire, les autres, ils vont répondre vrai aussi, parce que c'est juste fastoche, en fait, c'est évident. D'accord ? Vous comparez les distributions que vous obtenez à ces 2 questions, ce sont les mêmes. Il n'y a aucune raison de penser que les autres vont répondre différemment de vous, parce que ça paraît évident, n'est-ce pas ? Sauf si vous êtes face à une question piège. Par exemple, Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire. Les gens, les autres, hein, pas nous on sait, mais les autres, les gens, vous leur posez cette question, ils vont dire oui, c'est vrai, c'est Abidjan la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est comme Madrid, c'est fastoche. Que vont répondre les autres ? Les autres vont répondre vrai aussi, c'est évident, c'est Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si dans ce groupe, il y a certains d'entre nous, nous, on ne va pas répondre ça. Nous, on va dire non, c'est faux, parce que je sais que c'est Yamoussoukro. Que vont répondre les autres ? Je sais que les autres vont répondre vrai. Pourquoi ? Parce que j'ai vu un piège. Je l'ai évité, mais je sais que c'est un piège. Donc, je pense que les autres vont tomber dedans, et donc je pense que les autres vont répondre vrai. D'accord ? Cette fois, vous comparez les distributions de réponses à ces 2 questions et vous obtenez des choses différentes. Il y a une anomalie qui vient de se glisser. C'est-à-dire que la distribution ici n'est plus la même. En particulier, ceux qui avaient répondu faux, ici en minorité, se sont reportés sur la réponse vraie lorsque vous leur posez la question de méta-majorité. Eh bien, si vous voyez ce motif apparaître, c'est le signe que vous êtes face à une question piège et donc c'est la minorité qui a raison. Waouh. C'est le nouvel outil et ça marche super bien. Ça marche dans tous ces domaines, c'est génial. C'est le nouvel outil qu'a inventé Drezen Prelec, une méta-majorité, et je trouve ça délicieux. C'est très subtil et ça marche parfaitement. Voilà. Donc c'est pour vous illustrer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir dans cette boîte à outils et que ce ne sont pas juste des méthodes qui consistent soit à débattre, soit à voter. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus subtiles qui viennent se glisser entre les deux, qui dépendent un petit peu de la finesse du problème qu'on essaie de résoudre. Ok, j'ai 5 minutes, il me faut à peu près 25 minutes pour terminer. C'est super. Je vais vous donner... je vais vous parler rapidement d'un outil particulier qui est dans cette boîte à outils. C'est le débat, parce que c'est clairement celui qu'on utilise le plus souvent, sans réfléchir.
Vous avez des gens qui ont un problème, ils disent bon bah on en discute et ils s'assoient autour d'une table et ils en discutent, d'accord? Donc ils prennent sans même l'intellectualiser, ils prennent l'outil discussion. Ok. Est-ce que c'est un outil qui marche bien? C'est compliqué. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est compliqué. Il y a des décennies de recherche sur la qualité d'une discussion. Donc on recrute des petits groupes de participants, on les assoit autour d'une table, on leur donne une très très grande variété de problèmes à résoudre et on regarde s'ils y arrivent. Certains groupes y arrivent très bien. Et ils y arrivent très bien systématiquement. C'est-à-dire que vous avez des groupes de gens que vous avez constitués au hasard, hein, donc c'est un coup de chance, vous leur donnez un problème et ils arrivent très bien à le résoudre, puis vous en donnez un autre de nature différente, ils y arrivent aussi, et encore un autre, ils y arrivent, etc. Il y a des groupes, des compositions particulières qui fonctionnent super bien, et à l'inverse, il y a des compositions qui ne fonctionnent pas du tout. Okay, et c'est vraiment propre à ce groupe qui vient de se former. Pourquoi? Eh bien, en fouillant un petit peu, on se rend compte que ça vient de la présence ou de l'absence de biais de discussion. Donc les discussions peuvent être biaisées. Il y a énormément de biais, je vais vous en montrer quelques-uns. Pardon, je vais vous montrer quelques-uns. Oui, c'est ça. Certains groupes arrivent naturellement à éviter ces biais, tandis que d'autres vont systématiquement tomber dedans. Eh bien, quand on est face à un groupe qui arrive à éviter les biais, ça marche bien, et quand ils n'y arrivent pas, ça marche pas bien. Okay. Parmi ces biais, le plus commun de très 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 loin, c'est l'inégalité du temps de parole. Okay. L'étude est très riche, c'est un résultat qui est très très fiable. Vous regardez pour plein de types de problèmes différents. Okay, les groupes qui ont un temps de parole qui est plus équilibré vont statistiquement avoir de meilleures performances que les groupes qui ont un temps de parole qui est déséquilibré. Okay, c'est solide, ça marche à tous les coups. Ils ont même mesuré, je dis la communauté scientifique en général, mesuré que l'impact de cette inégalité de temps de parole est de 17% sur la performance collective, quelle que soit la nature du problème. Okay, c'est énorme, 17%. En général, avec des problèmes, des systèmes aussi complexes que des groupes humains, on arrive à expliquer en général de l'ordre de 2, 3, 4, 5%. 17%, c'est énorme. Donc il y a déjà un gros aspect de la résolution, de la performance du groupe qui est seulement déterminé par l'inégalité du temps de parole, ce qui est assez incroyable. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un biais qui est très présent. Vous prenez des groupes, vous les faites discuter librement, vous chronométrez combien parle chacun, vous les rangez du plus bavard au moins bavard, vous obtenez typiquement une courbe qui ressemble à ça, c'est-à-dire que le plus bavard parle vraiment beaucoup, le deuxième un peu moins, et les autres ne parlent vraiment pas beaucoup. Si vous voulez corriger ça, c'est très facile de faire descendre ce point bleu ici. Il suffit juste de dire tais-toi. Finalement, c'est aussi simple que ça. C'est beaucoup plus dur de faire monter ces points-là, d'accord? Parce qu'on ne peut pas ordonner à quelqu'un de timide de prendre la parole. Ça n'a pas de sens. Okay, donc pour faire monter ces points, c'est pas juste donner un ordre. C'est un contexte global. Il faut que des gens qui sont d'un naturel introverti ou timide se sentent rassurés d'une façon ou d'une autre. Okay, donc il ne faut pas, par exemple, si jamais il y a quelqu'un de timide un jour dans une réunion qui prend la parole et qui dit une bêtise, et il ne faut pas du tout stigmatiser cette bêtise, sinon cette personne ne prendra plus jamais la parole. Il faut au contraire que ce soit d'une manière rassurante. Ce que je dis juste, c'est que quand on voit cette inégalité de temps de parole, on a le réflexe de dire bah, celui-là, je vais le faire taire. C'est pas dur. Le plus dur, c'est de faire monter ceux-là qui dépendent plus d'un cadre global, d'un cadre rassurant plus globalement. Okay, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous montrer juste une petite fiche de synthèse de différents biais cognitifs qu'on observe très souvent. L'inégalité de temps de parole, très fort. L'effet d'ancrage, c'est la chronologie des prises de parole. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont prendre la parole plus tôt, ils vont avoir trop d'impact par rapport à ceux qui vont prendre la parole plus tard. Et si jamais les gens qui prennent la parole tôt sont des gens qui ont un petit peu d'autorité dans le groupe, par exemple le chef, alors là c'est une catastrophe. Nous, par exemple, dans notre institut, on a une nouvelle règle depuis quelques années quand même déjà maintenant, le chef parle en dernier, toujours. D'accord, quel que soit le débat, le chef parle en dernier parce que malgré lui et malgré les autres, c'est inconscient, il a trop d'influence sur le jugement des autres. Donc si vous pensez dans votre tête « Oh, cette décision, j'aime pas trop, etc. » et que le chef commence à parler en premier en disant « Je trouve que la décision est exceptionnellement bien », et ben en fait, au moment où vous allez prendre la parole en position 5, vous allez moduler un petit peu votre avis de départ parce qu'en fait, vous avez été influencé par ce que le chef a dit avant vous. Okay, le chef parle en dernier, par exemple. Voilà, et par exemple, la polarisation aussi, c'est un autre biais qu'on retrouve très souvent.
Ouais, on fait un petit coup d'œil. Donc, je vais conclure. Je vous donnerai beaucoup plus d'infos après. Notez seulement que, d'une manière générale, si je dois résumer toutes ces découvertes sur les discussions de groupe, c'est qu'en fait, on se rend compte que la qualité d'un groupe ne dépend pas de la qualité des individus qu'il compose. Donc, vous pouvez composer un groupe avec des gens qui sont exceptionnellement bons et avoir un groupe qui ne marche pas. Au contraire, vous pouvez composer un groupe avec des gens qui sont moins bons et le groupe marche très bien. Ce qui va déterminer la compétence, la performance du groupe, c'est plus la qualité des liens qui vont les unir. Donc si les gens arrivent à s'écouter, à prendre en compte ce qui a été dit, etc., et à ne pas parler trop d'une manière générale. Donc c'est plus le rapport qu'il existe entre les gens plutôt que leur compétence propre qui va être déterminante dans cette intelligence collective. Voilà. En ce moment, on travaille sur les équipes de foot, c'est assez fascinant, je vous en parlerai pendant la discussion si ça vous intéresse. Merci pour votre attention. On, on discute maintenant ou on discute en off comme, super, on a le temps de prendre des questions. C'est génial. Si vous avez envie de prendre la parole en public, allez-y. Ok. Ouais. Ok. Oui, ça dépend du nombre de personnes qui sont concernées, comme toutes les méthodes qui se construisent sur un effet statistique. Parce qu'en fait, les statistiques, c'est la loi des grands nombres, et donc il faut nécessairement avoir un grand nombre. De même que le vote pour le test de Raven que j'ai montré au début, pareil, il faut qu'il y ait suffisamment de monde. Donc ce sont des méthodes qui reposent sur le fait que statistiquement, à la longue, on sait qu'on va obtenir tel résultat. Il y a une convergence vers un certain résultat, donc il faut qu'on ait suffisamment de données. Oui, ça va dépendre de ça. En général, c'est pour des grands groupes de plusieurs dizaines, proches de 100, c'est idéal. Et encore, même avec ce niveau-là, on n'est jamais à l'abri d'une petite fluctuation aléatoire où on n'a pas le bon résultat. Mais oui, toutes ces méthodes qui sont construites sur la loi des grands nombres, eh ben, elles nécessitent nécessairement qu'on est proche d'une centaine de votants, par exemple. Oui. Ouais. En général, on ne connaît pas la réponse au problème, mais avec un peu l'habitude, on reconnaît la structure du problème. Ok. Donc on se dit, ok, déjà, est-ce que c'est une décision ou est-ce que c'est un mode d'organisation, ce qui est déjà un grand embranchement, quoi. Est-ce qu'il faut que les gens se coordonnent, s'organisent pour construire quelque chose, ou est-ce qu'il faut qu'ils prennent une décision ensemble? Donc déjà, on a un certain embranchement. Et puis ensuite, une fois qu'on est dans la branche des décisions, par exemple, ben, on va se dire, est-ce que c'est un problème où il peut y avoir des questions pièges ou pas? Alors ça peut être délicat. Typiquement, tout ce qui est politique, ça contient énormément de pièges. C'est triste à dire, mais par exemple, toute forme de démagogie, c'est une sorte de piège en politique finalement, hein. C'est-à-dire que je peux être une option, imaginons un candidat par exemple, un candidat à une élection, et en fait, je vais faire des promesses que je ne vais jamais tenir, donc c'est de la pure démagogie. Eh bien, ça me donne l'apparence d'une option piège en fait, c'est-à-dire que ça donne envie, c'est comme Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, ça a l'air vraiment cool, ça donne beaucoup envie, mais c'est un piège. Okay. Et en général, la majorité tombe dedans, ce qui n'est pas une excellente nouvelle pour notre système démocratique, puisque finalement, il suffit de parler haut, fort et de dire des choses que les gens ont envie d'entendre pour attirer les votes. Il faudrait faire une méta-majorité sur l'élection présidentielle, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc moi je dirais que il faut pas nécessairement connaître la réponse, il faut savoir dans quelle catégorie de problème on se situe. Évidemment c'est pas très facile, mais si on est plus de l'ordre de la logique, par exemple, le vote va aller. Si on est plus dans l'ordre des choses où il y a des connaissances à agréger en commun, et donc il peut y avoir des pièges, ben, peut-être qu'on peut prendre l'autre méthode, etc. Et absolument. Avec ce que je vous ai dit ce matin, qui est plus une forme de sensibilisation, je ne pense pas que vous ayez suffisamment de recul pour vous-même prendre le bon outil dans la bonne boîte à outils, etc. Je voulais surtout vous sensibiliser sur l'idée qu'il existe plein d'outils et qu'il faut les adapter au type de problème qui existe. Mais on pourra aller plus loin si vous voulez après. Merci. Merci pour la question.
Je ne sais pas comment j'ai fait pour faire toute la conf sans dire le mot diversité. Donc merci beaucoup pour ce point. Je pense que de toute la littérature qui existe moderne sur l'intelligence collective depuis le début des années 2000, le phénomène le plus propre, le plus démontré, le plus fiable, c'est la valeur de la diversité du groupe. Okay, ça a été démontré dans tous les domaines, l'expérience a été répétée encore et encore et encore. Si vous prenez un groupe diversifié, il aura statistiquement de meilleurs résultats que si vous prenez un groupe qui n'est pas diversifié. Alors diversifié, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus une diversité cognitive. Donc c'est pas nécessairement sur je sais pas, la couleur de peau ou l'origine géographique, c'est plus sur la diversité de comment on a été formé, de notre savoir-faire et des informations qu'on possède. Okay, donc c'est ce que je pense effectivement, c'est qu'il vaut mieux avoir des gens qui ont suivi des formations différentes, qui ont des âges différents et qui viennent de régions différentes parce que peut-être qu'on enseigne un peu différemment. Vous les formez, vous faites un groupe. C'est mieux que d'avoir 5 mâles, 35 ans, polytechniciens, blancs, etc., qui arrivent tous du même moule. Parce qu'en fait, il n'y a pas de valeur collective finalement, dans le sens où ils ont tous un petit peu le même cadre, et ils ont tous la même vision, et donc toutes ces méthodes d'agrégation, elles vont jamais donner mieux que ce qu'ils auraient pu faire chacun individuellement. Donc il n'y a pas vraiment de valeur collective. Alors que le collectif, la valeur collective, vous allez beaucoup la retrouver quand vous avez de la diversité. C'est la règle numéro 1, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas en parler. Règle numéro 1, diversité, mettez le curseur le plus haut possible. Ouais. Non, je ne vois pas de conflit entre les deux. Il y a beaucoup de, comme sur toute la planète, il y a beaucoup d'engouement dans les laboratoires scientifiques sur l'intelligence artificielle, parce que depuis quelques années, on a les modèles de langage génératif qui sont très puissants, et on se demande ce qu'on pourrait faire avec. Il y a une étude que j'ai découverte seulement hier soir, que je trouve vraiment super. J'en ai fait un post sur LinkedIn que j'ai programmé pour sortir pendant ma conf. Donc, il est sorti. Ok. Que je trouve vraiment super. Où en fait, c'est pareil, c'est sur les données de diagnostics médicaux. Je vous disais, on travaille beaucoup sur les diagnostics médicaux. Et en fait, il y a des tests de diagnostics médicaux qui existent, qui sont standardisés, où on va montrer un dossier d'un patient à un médecin, et puis il faut retrouver la maladie associée. En fonction de la complexité des dossiers, ça peut être une tâche difficile. Et en fait, ils ont testé des médecins contre des IA, et les IA gagnent sur les tests de diagnostics médicaux. Donc les IA font des diagnostics qui sont plus précis en moyenne, ce qui n'est pas si étonnant que ça finalement, parce que l'IA, elle a ingurgité toute la littérature médicale, donc quand elle a la liste, elle arrive à mieux à repérer. Ensuite, ils ont poussé, c'est mes collègues de l'Institut Max Planck, ils ont poussé au collectif. Donc ils ont dit, ouais, mais si on met un groupe de médecins et qu'on trouve la bonne méthode d'agrégation, est-ce que ça va dépasser l'IA? La réponse est oui, mais on peut aussi faire un groupe d'IA, donc avec des modèles d'IA différentes. On met par exemple GPT avec Gemini, avec ceci, cela, et puis on fait un groupe d'IA, et on utilise la même méthode d'intelligence collective, mais pas collective sur des humains, collective sur des IA. Et en fait, ça marche aussi super bien. Donc on arrive à progresser comme ça. Et figurez-vous que la meilleure méthode qui marche beaucoup, beaucoup mieux que toutes les autres, c'est le groupe hybride, où on va mettre des médecins et des IA, on va les mettre ensemble, on forme un groupe et on utilise la méthode. Et ça fonctionne super bien, c'est celle qui est au top. Pourquoi ça fonctionne super bien? C'est intéressant de comprendre aussi pourquoi. Parce qu'en fait, les erreurs sont d'un seul coup sont décorrélées. Parce que les machines, elles vont faire des erreurs qui sont un peu toujours les mêmes. Et les médecins, ils vont faire des erreurs qui sont un peu toujours les mêmes. Mais d'un groupe à l'autre, c'est pas les mêmes erreurs. Donc les médecins et les machines font pas les mêmes erreurs. Ce qui vient que quand on crée un groupe, on va produire de la diversité. Diversité dans les erreurs, parce que les humains et les machines font plus les mêmes erreurs. Donc c'est diversifié. Et cette diversité nous fait gagner un bonus. D'accord ? Voilà. Merci de m'avoir donné l'occasion de raconter ça. C'est terminé. Alors, je vois en gros, il y a une pancarte marquée fini, point d'exclamation. Mais rassurez-vous, je suis là toute la matinée. Donc, je serai très content de continuer avec vous. Merci.